La transition énergétique, pour utiliser les termes qu'on utilise, c'est un changement total de logiciel. Il ne s'agit pas uniquement de rajouter de nouvelles sources qui seraient décarbonées, les énergies renouvelables. C'est quand même la grande révolution, c'est le potentiel des énergies renouvelables. Il faut retirer des sources d'énergie. Il faut passer d'une logique de l'addition à une logique de la substitution. Là, jamais fait. Depuis 1850, on n'a jamais fait cette logique de substitution. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci donc d'être venus en ce lundi soir du côté de l'espace Simone Veil pour donc cette conférence, donc une conférence qui est dans le cycle de nos afterwork curieux à Récréasciences. Et donc nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Christian de Pertuis, qui est donc économiste du climat. Moi j'aime bien commencer avec un petit triptyque en termes de questions. J'ai envie de vous poser les 3 suivantes. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et quel a été votre parcours scolaire? Oui, qui je suis? Moi, je suis professeur d'université. J'ai une famille assez nombreuse et je suis ce qu'on appelle devenu un professeur émérite. Il y a 2 engagements qui sont importants, que je voudrais juste vous faire partager. Le premier, c'est que j'ai rejoint une ONG de développement qui s'appelle AgriSud International, qui est engagée dans une petite vingtaine de pays, sur plus de 30 projets de développement, de lutte contre la pauvreté par le développement des petites exploitations familiales, à base d'agroécologie. Et ils sont venus me trouver il y a 2 ans parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait le climat. L'autre truc, c'est que je suis engagé dans une association qui fait de l'inclusion d'enfants handicapés dans le milieu scolaire. Et j'ai toujours eu un pied dans l'enseignement supérieur et un pied dans le monde réel. Donc j'ai enseigné 22 ans à l'université Paris-Dauphine. En 2009, j'ai créé un master nouveau qui s'appelle Énergie, Finance, Carbone. C'était 2009, vous voyez. Bon. Et j'ai du bol, il y a eu la crise financière en même temps. Donc tous les masters qui faisaient de la finance, etc., se sont pris des gamètes. On a eu le plus grand nombre de candidats et le plus court délai entre le moment où nos étudiants avaient leur diplôme et le moment où ils trouvaient du boulot. Donc ça les a calmés un peu, vous voyez. Bon. Et puis, j'ai créé cette chaire de recherche, pour des raisons un peu compliquées que je ne vais pas détailler maintenant. Et donc, j'ai fait les 10 dernières années de ma vie professionnelle avec une chaire d'économie du climat qui est assez rapidement devenue la principale chaire, l'une des plus grosses chaires de recherche sur l'économie en Europe et la plus grosse sur l'économie du climat. Alors, je vais vous donner un exemple dans chaque type de recherche. Les premiers blocs de recherche que j'ai faits, c'était sur tout ce qui est la tarification du CO2, les systèmes de quotas de CO2. J'ai fait un bouquin qui s'appelle Pricing Carbone avec un économiste du MIT et un économiste irlandais qui était le bouquin de référence sur ce truc-là. Bon. Donc, par exemple, on a fait 2 thèses sur essayer de comprendre les mécanismes de fonctionnement de ce marché du CO2 et de savoir si ça fait baisser les émissions ou pas. Oui, bon. Ensuite, on a fait une deuxième groupe sur toutes les questions qui sont liées à l'agriculture, l'alimentation, la forêt, ce que j'appelle le carbone vivant, vous allez voir dans un instant, qui à mes yeux est vraiment la question majeure sur le réchauffement climatique dans les prochaines décennies, si vous voulez, celle qu'on ne sait pas encore vraiment correctement prendre en compte. Et on a fait beaucoup de thèses, soit sur les conditions et les freins du changement des pratiques agricoles, comment est-ce qu'on passe d'un modèle d'agriculture industrialisée, polluant, etc., vers des systèmes d'agriculture régénératrice. Et puis, on a fait pas mal de thèses sur la déforestation au Brésil. Et j'ai dirigé une très très belle thèse sur la déforestation au Brésil avec une étudiante d'origine brésilienne. Et puis, j'ai dirigé la première thèse sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture en Chine, avec une étudiante chinoise qui passait 8 mois à Pékin et 4 mois à Paris. Je le disais, votre ouvrage il se veut assez pédagogique, il est chapitré en 4 parties, on en reparlera peut-être en ouverture de cette conférence, mais avec tout d'abord un chapitre qui est assez intéressant aussi, qui pose, on va dire, les mots qui sont les bases scientifiques à comprendre, des mots dont on entend tout le temps parler, mais qui ont peut-être des sens que l'on ne comprend pas à 100%, comme climat, précipitation, ou encore forçage radiatif. Pourquoi est-ce que déjà c'est important de revenir sur ces termes et, comme je le disais en introduction, est-ce qu'ils sont mal exprimés, mal expliqués dans les médias qui sont nos principales sources d'information sur ces sujets? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à faire cet ouvrage qui
pour une grande partie de mes collègues du corps professoral, ça, c'est un ouvrage qui ne compte pas, si vous voulez, parce que c'est pas considéré. Bon, vous avez dit que l'économie était une science, on peut en discuter, mais bon, en tout cas, un ouvrage comme ça, c'est pas du tout considéré comme utile sur le plan académique. Moi, ça m'a énormément apporté de le faire. Et en gros, si vous voulez, ce que je me suis dit en le rédigeant, c'est que vous avez un peu de piège. Vous avez le piège des mots valises, des mots qu'on utilise tous les jours, comme je sais pas, urgence climatique, comme justice climatique, des mots qu'on utilise tous les jours, mais on se rend compte quand on regarde le débat public que les différentes parties prenantes ne mettent pas le même contenu sur le mot. Vous voyez, bon. Donc ça génère beaucoup d'incompréhension. Et puis quand on regarde la négociation internationale, hein, Sharm el-Sheikh dans quelques semaines en Égypte, ben, pareil entre les pays. Hein, sur les, bon. Donc ça, c'est un peu le piège des mots courants. Et puis vous avez des mots qui sonnent de façon un peu mystérieuse, hein, comme j'aime bien forçage radiatif, parce que franchement, hein, si on n'est pas assez averti, forçage radiatif, oui, ça a presque un côté un peu poétique. Vous voyez, c'est bon. Bon. J'ai intitulé la présentation « Climat, les voies de l'accélération ». Regardez un peu cette image, moi elle me plaît beaucoup. Hein. Kids want climate justice. Hein, j'aime bien cette image parce qu'elle nous montre deux choses. Elle nous montre que la question du climat est liée à la question des générations. Le climat que va connaître la génération après 2050, moi je ne le connaîtrai pas très longtemps, si vous voulez, si je suis là encore en 2050. Donc il y a vraiment un aspect très important. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime bien cette photo, si vous voulez, c'est que c'est une photo d'espoir. C'est une photo de combat, hein, parce qu'il y a des points, ça. C'est pas une photo de renoncement, et c'est une photo d'accélération. Ce qui réchauffe la planète, c'est le stock global de gaz à effet de serre qui s'accumule au-dessus de nos terres. C'est vraiment le stock, et tant qu'on n'a pas stabilisé le stock de gaz à effet de serre qui s'accumule au-dessus de nos têtes, le réchauffement se poursuit. Or, on sait que agir sur un stock, c'est toujours beaucoup plus complexe que d'agir sur un flux. Le flux, c'est quoi? C'est le flux de nos émissions annuelles, ou c'est le flux qui sort du stock, à savoir les gaz à effet de serre en fin de vie, ou la captation et le stockage du CO2 en fin de vie. Le 6e rapport du GIEC nous dit quelque chose d'assez simple. Si vous voulez arrêter le réchauffement, il faut stabiliser le stock de gaz à effet de serre. C'est quoi la situation de stabilisation du stock de gaz à effet de serre? C'est la situation de ce qu'on appelle la neutralité climat. Je préfère le terme neutralité climat au terme neutralité carbone. Souvent, on utilise le terme de neutralité carbone pour de la compensation. Vous voyez, je vais aller passer mon week-end, je sais pas, en avion à Rome. Hein, bon, je paye un petit crédit de compensation. Mon voyage est neutre au carbone. Non. La neutralité climat, au sens du GIEC, c'est tout simplement la situation dans laquelle le flux annuel de nos émissions de gaz à effet de serre, le CO2, mais aussi le méthane, le protoxyde d'azote et les petits gaz fluorés, va s'égaliser, va être ramené au flux qui va quitter le stock, c'est-à-dire les gaz à effet de serre hors CO2 en fin de vie, et puis la captation et le stockage du CO2 par ce qu'on appelle les puits de carbone. Il y a deux grands puits de carbone qui sont l'océan et sur Terre, les plantes et les sols. Si on veut viser une cible de réchauffement à 2 degrés, il faut avoir au plus tard la neutralité climatique monde. Je ne vous parle pas de la neutralité climatique de Limoges, hein, ou de l'Europe. Hein. La neutralité climatique monde, au plus tard en 2070. Et il nous dit que le budget carbone résiduel, c'est-à-dire la quantité globale de CO2 qu'on peut encore émettre pour avoir 2 chances sur 3 d'atteindre cette neutralité, c'est entre 20 et 25 ans d'émissions au niveau de 2021. Vous visez une cible à 1,5 degré, là il vous reste de 8 à 10 ans au niveau des émissions de 2021. Et il faut avoir la neutralité climatique monde au plus tard en 2050, c'est-à-dire demain. Oui.
Donc ça, je crois que c'est vraiment le message clé. Le climat, c'est un problème de stock. Si on veut stabiliser le stock, il faut la neutralité carbone. Pour atteindre cette neutralité, le temps est compté. Ça va vouloir dire que sur le plan de l'action climatique, on va avoir deux types d'actions à faire. Évidemment, réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre ou augmenter les capacités d'absorption des puits de carbone. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir s'adapter aux impacts du réchauffement climatique. Viser la neutralité climat, je pense que ça implique deux immenses transformations dans nos sociétés. La première, elle concerne le carbone fossile. Et c'est à l'origine de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aucune chance d'arriver à la neutralité climat si on ne recompose pas très rapidement ce système énergétique. C'est la première jambe, ce qu'on appelle couramment la transition énergétique. Le carbone vivant. Alors le carbone vivant, mes amis, je pense que c'est... alors, qu'est-ce que j'entends par carbone vivant? La façon dont on va impacter le cycle du carbone en utilisant la terre pour soit faire de l'agriculture, soit protéger la forêt ou détruire la forêt, soit utiliser l'océan de façon plus ou moins intensive, hein, puisque là, c'est les deux grands puits de carbone. Alors, le carbone vivant, c'est en gros un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Sur ce 25%, vous avez en gros une moitié, c'est les émissions de méthane et de protoxyde d'azote liées à la production agricole et à l'élevage. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième composante, c'est la déforestation, qui aujourd'hui est tropicale, mais qui longtemps a été déforestation dans les pays tempérés. On va arrêter la déforestation en changeant les pratiques agricoles sur les fronts de déforestation. Donc vous voyez que la question de la déforestation, elle est fondamentalement liée à la question des pratiques agricoles. C'est pour ça que je mets dans un même plan, hein, si vous voulez, carbone vivant, agriculture et forêt. Et l'agriculture sur Terre est vraiment le maillon essentiel. C'est la raison pour laquelle la question du climat n'est pas liée qu'à l'énergie, elle est liée également à la situation alimentaire. Depuis 1850, on n'arrête pas de faire des transitions énergétiques. En 1850, la quasi-totalité de l'énergie consommée dans le monde était d'origine biomasse, soit directement par la combustion des aliments, la combustion de la biomasse, soit indirectement parce qu'on nourrissait les animaux qui eux-mêmes faisaient les travaux des champs ou nous transportaient. Puis il y avait un petit peu d'énergie éolienne sur les voiles et les moulins. Voilà. Arrive le charbon, on n'enlève pas la biomasse. Arrive le pétrole, on n'enlève pas le charbon. Arrive le gaz fossile, on n'enlève ni le pétrole ni le gaz. Donc on est dans une logique de l'empilement, de l'addition des différentes sources d'énergie. Elle génère une croissance incroyable de l'énergie dont on va disposer dans le monde. Multiplication par 7 par habitant entre 1900 et 2020. La transition énergétique, pour utiliser les termes qu'on utilise, c'est un changement total de logiciel. Il ne s'agit pas uniquement de rajouter de nouvelles sources qui seraient décarbonées, les énergies renouvelables. C'est quand même la grande révolution, c'est le potentiel des énergies renouvelables. Il faut retirer des sources d'énergie. Il faut passer d'une logique de l'addition à une logique de la substitution. Et ça, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Depuis 1850, on n'a jamais fait cette logique de substitution. D'un certain côté, il va falloir rajouter du capital, de l'investissement. C'est évident, hein. Si on n'investit pas massivement dans des sources renouvelables, on n'a pas beaucoup de chances de faire la transition énergétique. Si on n'investit pas dans la gestion de la demande, enfin, etc., bon, l'hydrogène vert. Bon. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi retirer du capital. Retirer toute la somme de capital qui, dans les économies, est directement liée soit à la production, soit au transport, soit à l'utilisation des énergies fossiles. La transition énergétique est un vrai levier de développement si on le fait bien, parce qu'il y a bien le volet investissement, il y a beaucoup moins le volet désinvestissement.
Dans le monde financier, en ce moment, ils ont tous une crainte énorme, hein. C'est ce qu'ils appellent les actifs échoués. Avec, moi j'aime bien cette gravure que j'ai reprise dans le bouquin, hein. C'est quoi l'actif échoué? Ben voilà, l'échouage de la Pérouse, hein, dans les îles, je ne sais plus lesquelles c'est, les îles Salomon, ben, ça fait mal. Bon, vous voyez cette photo d'Elisabeth Borne à Ostens le 11 août. On voit bien qu'aujourd'hui, les politiques climatiques commencent par renforcer forcément le volet d'adaptation, d'anticipation aux impacts. Si on n'anticipe pas, on va subir de plus en plus, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'un des messages clés du 6e rapport du GIEC, c'est que les impacts du réchauffement climatique, quelle que soit l'efficacité et la rapidité avec laquelle on va baisser nos émissions, ils vont se durcir pendant au moins 2 à 3 décennies. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a ce qu'on appelle ça fait partie des mots un peu barbares, mais c'est dans le bouquin, la stratégie nationale bas carbone. Elle n'est pas en phase encore avec les objectifs européens. L'Europe a décidé en décembre 2020 de passer l'objectif climat européen de moins 40% sur les émissions de gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre, par rapport à 1990, à moins 55%. On voit bien qu'il y a un mot qui revient, c'est le mot de sobriété. Bon, voilà. Bon, donc je pense qu'il y a une vraie question extrêmement intéressante, hein, pour les économies, c'est quoi construire une économie de la sobriété? Sobriété et mobilité, à mes yeux, ça met tout de suite au premier chef la question de la vitesse. Il y a plein de problématiques, si vous voulez, qui sont liées à l'usage de la mobilité, hein, qui renvoient à la question pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'aller vite? Vous voyez, hein, et c'est quoi cette précipitation, si vous voulez? Bon. Est-ce que si on ne ralentit pas un peu, est-ce qu'on ne va pas d'une part améliorer la qualité de la vie, la qualité de l'environnement et peut-être des modèles économiques plus sobres? Il y a un volet dont on ne parle pas beaucoup, c'est la sobriété dans l'assiette. Ce qu'on met dans l'assiette a un impact climatique très important. Donc vous avez invité un expert, je crois. Sans rougir, je me qualifie d'expert. Et vous voyez, souvent, selon certains experts, il serait déjà trop tard pour sauver la planète. Du coup, chouette, ben, si c'est trop tard, on va en profiter. Donc lui avec son tracteur, moi avec ma voiture, l'autre avec son camion, etc. Non, moi, si j'ai bien un message final à vous proposer, c'est qu'il n'est pas trop tard. Merci de votre attention. Bienvenue dans notre jeu, bien sûr. Alors, après le CO2, quel est le deuxième gaz contributeur d'effet de serre d'après vous? Est-ce que A, c'est le protoxyde d'azote, B, le méthane, C, les gaz fluorés ou le gaz de schiste, comme dirait François Fillon? Il s'agit du méthane, on a parlé un petit peu... Oh ben merci, on n'en est qu'au début. En effet, principalement produit évidemment par les animaux, et notamment les bovins, ovins et autres émetteurs de méthane, bien sûr. Allez, on continue. Que signifie l'acronyme COP? Climate of Planet. Excusez-moi pour l'anglais en avance d'ailleurs. Cooperation of People, Conference of the Parties, ou alors c'est pas bientôt l'heure de manger, non? Ben oui, c'est bientôt l'heure de manger, mais c'est pas vraiment une réponse. Et je vois que vous connaissez bien la réponse, en effet, que je vous ai dit, hein, c'était plutôt simple, c'est juste pour briller en société et réviser un petit peu. Vrai ou faux, le rejet de particules solides, appelé plus communément aérosols, contribue à refroidir la planète? Suspense. Eh bien, c'est vrai. En effet, ça fait partie, me semble-t-il, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais d'une des seules catégories de gaz qui fait refroidir la planète. C'est pas des gaz. C'est pas des gaz, pardon, des particules solides, du coup, comme je l'ai écrit, j'aurais dû lire. Quesaco, le pacte vert. Un écolabel pour valoriser les entreprises neutres. Une proposition pour que l'Europe soit le premier continent à être neutre pour le climat. Un accord international de neutralité carbone initié par l'ONU. Ou un chapitre entier dans le prochain rapport du GIEC qui parlera des bienfaits de la couleur verte. Eh bien, c'est le B. C'est à l'échelle européenne de mémoire. Je compte sur vous d'ici à peu près 2050 aussi, par rapport au Green Deal, en termes d'objectifs neutralité carbone. Il n'est pas trop tard, mais ça arrive vite tout de même. Petite promo pour terminer.
Combien de mots-clés compte-t-on dans le dernier ouvrage de Christian de Pertuis? Hashtag ad, hashtag publicité, bien sûr. 10, 20, 30 ou commandez-le dès maintenant dans toutes les bonnes librairies de Limoges. Bravo! Est-ce que on peut arriver jusqu'à un certain seuil, on utilise encore des énergies fossiles pour un peu plus de confort quand même, et à arriver à avoir à régénérer nos puits de carbone? Est-ce qu'on a des chiffres sur comment, jusqu'à quel niveau on peut régénérer nos puits de carbone pour savoir quelle consommation énergétique à laquelle on doit se limiter? Ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est que si vous voulez avoir quelque chance d'arriver à la neutralité carbone telle qu'ils le définissent du reste, parce que je vais venir après justement, ils supposent que les puits de carbone restent à un certain niveau. En gros, il faut arrêter d'investir aujourd'hui dans tout ce qui concerne l'extraction, la production et l'utilisation des fossiles, le charbon bien évidemment, le pétrole et le gaz d'origine fossile. Donc ça c'est le diagnostic. L'idée c'est il ne faut pas investir nouveau, bon, et puis après sortir de bon. Alors sur le papier ça résonne bien, mais dans la réalité c'est un peu compliqué parce que c'est très différent suivant l'endroit dans lequel vous êtes dans le monde. Bon. Ensuite sur le puits de carbone, 3 points. Sur l'océan, pour l'instant on ne sait pas très bien comment ça se passe. Sur les autres puits de carbone, la forêt tropicale et les sols, on sait assez bien l'enjeu sur les forêts tropicales. C'est en gros, si vous voulez la métrique, hein, aujourd'hui on est à 57 ou 56 gigatonnes de CO2, donc oui, c'est loin d'être négligeable. Hein, là. Bon. Même si les gens prennent conscience, même les économistes, que le prix de la tonne carbone n'arrête pas de baisser. Si vous regardez, qu'est-ce que c'est que le prix de la tonne de CO2? Vous avez deux façons de donner une valeur à la tonne de CO2 que vous émettez. Soit vous mettez une taxe, auquel cas c'est le prix de la taxe. Et l'exemple de taxe carbone réussi, c'est la Suède, hein, puisque vous avez aujourd'hui une taxe carbone qui est à peu près un peu inférieure à 130 € la tonne. Je dis à peu près parce que la couronne suédoise n'est pas dans l'euro. Hein. Bon. Soit vous mettez un système de quotas négociables, et en Europe, on a un système de quotas qui fait payer toutes les grandes industries productrices d'énergie ou grosses industries de matériaux comme le ciment ou l'acier. Bon. Donc ça, c'est pas rien. Mais il y a un projet dans la réforme du système des quotas qui vise à faire payer l'intégralité des émissions de CO2 par les industriels en mettant un système à l'importation qui ferait payer aussi la taxe carbone aux importateurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'insuffisance de croissance des arbres. Ici, en Limousin, on est dans une zone de production assez intensive pour certaines zones de la région, et j'aimerais savoir un petit peu ce que vous entendez par croissance insuffisante des arbres. Il y a beaucoup de mouvements ici en Limousin qui essaient de sensibiliser les gens à l'arrêt des coupes rases. Ce qui commence vraiment à changer, c'est quand c'est de l'individuel collectif. Et l'individuel collectif, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à des modes de vie. Je peux effectivement réduire ma vitesse, bon, c'est bien, mais si on le fait collectivement, si je fais du covoiturage, si je fais du transport en commun plutôt que si j'organise la mobilité avec moins de vitesse et plus de mobilité douce, ça c'est de l'individuel collectif, c'est ce que j'appelle ça. Et pour moi c'est ce qui fait vraiment le déclenchement des choses, c'est que ce qui fait sens, c'est pas uniquement de modifier son comportement, mais c'est de le modifier avec d'autres. Et du coup, on voit que il y a des tas de choses je reviendrai après à votre question, que l'économiste ne mesure pas, mais qui donnent du sens. Hein, parce que précisément, vous ne le faites plus tout seul. Hein, donc vous faites du lien, si vous voulez. Bon. Donc ça, c'est très important. La structure en essence et en peuplement des forêts représente beaucoup plus les climats d'hier que les climats de demain. Voilà. Bon. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, parce qu'après, sur le terrain, c'est compliqué. Hein, on est d'accord. C'est comment l'économie, en tant que telle, elle peut préserver le climat, alors que par défaut, la valeur des actifs naturels vaut zéro. L'économie l'économie, comment dire, de marché pur n'intègre pas toutes les
altérations qu'on fait au milieu naturel, hein, sauf quand elle met des réglementations ou des systèmes de valorisation des impacts par des taxes ou des systèmes de quotas. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que sur la transition climatique, hein, la transition écologique, hein, on aura besoin à la fois de réglementations strictes et de systèmes d'incitation économique forte. Et pour moi, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Ça veut dire à la fois des réglementations et de la tarification carbone sur le volet énergie. Il est totalement irréaliste de dire que le consumérisme et le toujours plus est compatible avec la transition climatique. C'est pas compatible. Bon, et sur le lien climat-biodiversité, ben, c'est un peu ce que je vous ai dit, hein, c'est que le carbone vivant ne se traite pas avec les mêmes méthodes que le carbone fossile. Et pour moi, je pense que dans les prochaines décennies, de plus en plus, on va voir que la question du climat et de la biodiversité, de l'interaction entre les deux, va devenir une question majeure. Et je pense qu'on est moins outillés, en tout cas les économistes sont moins outillés, les politiques sont moins outillés que sur le fossile. C'est toujours plus facile de traiter le mort que de traiter le vivant de son économie. Voilà. Ciao, ciao, restez curieux, salut.